Il est certain que dans la majorité des cas, les Grecs étaient bisexuels. C'était en quelque sorte la norme. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce se compose d'une série de petites cités-États vulnérables qui luttent toutes pour assurer leur suprématie. La loyauté envers la ville natale est absolue. Les étrangers sont suspects. À Athènes, on ne peut être investi d'aucune fonction, ni participer à la vie publique, si l'on n'est pas athénien de naissance et si l'on n'a pas été éduqué dans cette ville. Chaque membre d'une famille, la mère, le père, la fille, le fils, a son rôle à jouer en tant que citoyen. La place du père, c'est là qu'il doit se montrer. C'est le marché, ou l'agora, c'est-à-dire le centre de la ville, juste à côté de l'acropole. Nous sommes au centre de l'agora. C'est de ce côté-ci que se trouvent la plupart des édifices publics. James Davidson a publié de nombreux ouvrages sur la vie sexuelle des hommes et des femmes dans la Grèce ancienne. Nous sommes ici au centre de la cité athénienne qui est le domaine exclusif des hommes. C'est là qu'ils viennent se montrer en compagnie pour s'afficher avec leurs amis, pour montrer qu'ils sont leurs alliés. Les hommes sont des personnages publics, alors que les femmes mènent une vie beaucoup plus retirée. Elles doivent rester confinées dans leur maison. À Athènes, les hommes représentent la face publique de l'État, tandis que les femmes, elles, ne sortent pas de leur logis. Qu'est-ce qui explique que cette société ait séparé les hommes des femmes? En 451 avant Jésus-Christ, Périclès, un homme d'État athénien, instaure le statut légal du citoyen athénien. Pour être citoyen à part entière, il faut être né de 2 parents eux-mêmes déjà citoyens. La société athénienne veille scrupuleusement à ce que les citoyens engendrent des citoyens, à ce qu'il n'y ait pas de mariage mixte, c'est-à-dire des unions avec des gens de Corinthe ou de Sparte ou d'autres villes. C'est la raison principale pour laquelle les femmes sont jalousement surveillées. On redoute l'éventualité d'un adultère. Ils mettent des sceaux et des verrous sur nos portes pour nous garder et vont jusqu'à élever des chiens féroces pour parer à toute tentative d'adultère. Les hommes se transforment en gardiens de la chasteté des femmes. Selon la loi athénienne, la femme est tenue d'avoir un gardien de sexe masculin, que ce soit son père ou son mari. Les Grecs éprouvent le besoin bien enraciné de surveiller les femmes. Ils redoutent de leur part une capacité apparemment illimitée pour les rapports sexuels. Chez l'homme, l'éjaculation met un terme au coït. Chez la femme, semble-t-il, l'acte sexuel paraît ne pas avoir de fin. Elle possède une énergie sexuelle sans limite et par conséquent terrifiante. Des outres de vin débordent sous les pieds des danseuses. Nos femmes se défilent en douce l'une après l'autre pour aller se prostituer auprès des hommes. La tragédie d'Euripide intitulée Les Bacchantes raille sans pitié la paranoïa qui affecte tous les hommes de cette époque. La crainte que les femmes ne soient que des bêtes sauvages qui, sans la contrainte du mariage, se livreraient avec joie à leur appétit nymphomane. Dans la pièce, les Bacchantes, disciples féminines du dieu Dionysos, s'enivrent frénétiquement et sautent sur le roi de Thèbes, le seul homme disponible à l'époque, et lui arrachent membre après membre. Les femmes hurlaient tant et plus. L'une charriait un bras, un pied bien logé dans sa chaussure. Les côtes étaient rongées à blanc. Elles s'en servaient de jouet. La pièce décrit une société qui a des notions à la fois fantaisistes et terrifiantes sur la sexualité féminine. Sitôt qu'une femme est mariée, son appétit sexuel destructeur se trouve dompté. Mais les jeunes filles vierges constituent un danger. Leur appétit sexuel menace la pureté du sang athénien. Sublondel a étudié la vie des femmes au temps de la Grèce ancienne.
Lié à cette sauvagerie supposée des jeunes femmes, il y avait cette notion qu'à la puberté, les jeunes filles en particulier devenaient incontrôlables et qu'il y avait à cela des raisons physiologiques. Selon une idée très communément répandue, dès qu'une femme commence à avoir ses règles, si l'orifice de son vagin n'a pas été ouvert par des rapports sexuels avec un homme, le sang menstruel ne peut s'écouler facilement. Il s'ensuit des problèmes redoutables. On rapporte qu'à cette époque, certaines jeunes filles à cette étape de leur vie se jettent au fond des puits pour s'y noyer. Je prescris que lorsque les vierges connaissent ce type de problème, elles cherchent à se marier le plus vite possible. Une fois enceintes, elles seront guéries. Ce que sous-entend la littérature médicale de cette époque, c'est qu'il est conseillé pour une femme qui souffre de ce genre de problème de se marier, parce que les femmes qui ont des rapports sexuels avec des hommes jouissent d'une meilleure santé que celles qui n'en ont pas. L'homme est donc la réponse à tous les problèmes de la femme, quels qu'ils soient. Dans la famille athénienne, la fille passe sa brève enfance avec la certitude absolue qu'elle sera mariée dès qu'elle aura atteint la puberté. Pour se préparer au mariage, toutes les jeunes filles athéniennes doivent assister à une fête religieuse à Braoron, à 38 km d'Athènes. Les fillettes, certaines âgées de 10 ans, entrent dans le sanctuaire en serrant contre elles leurs jouets favoris. Il leur faudra quitter le foyer pour épouser des hommes beaucoup plus âgés. Paula Berlman, qui a étudié les cultes féminins dans la Grèce antique, est convaincue que cette fête symbolisait cette notion selon laquelle la sexualité féminine avait besoin d'être domptée. C'est une façon de commémorer par un rite la transition de l'enfance à l'âge adulte. Pour les jeunes filles, l'âge adulte signifiait le mariage et l'enfantement de citoyens. C'était donc une façon de formaliser cette transition. Selon Platon, l'utérus est un animal qui ne connaît pas de repos, car il est naturellement sec et douloureux. La médecine grecque était convaincue que les femmes recherchaient désespérément les fluides mâles. Seul le mariage et la grossesse pouvaient étancher leur soif de lubricité. Ce qui se passe lors du culte de Braoron, c'est que les filles perdent toute mesure, font les folles et se livrent à toutes les freudaines avant d'être domptées et dressées par le mariage, par cette institution qu'est le mariage et donc par l'acte physiologique de l'accouplement. À Braoron, les filles laissent leur enfance derrière elles. Elles deviennent des femmes, prêtes pour le mariage arrangé qui les attend à Athènes. Dans la civilisation grecque, plus que dans toute autre, le mariage signifie la soumission totale de la femme. Lors de la cérémonie de mariage proprement dite, l'époux saisissait sa jeune épouse par la taille dans un geste qui évoquait davantage le rapt que la séduction. La tradition voulait que la jeune fille exprime le chagrin de se voir ainsi enlevée. Et selon le rite, le jour des noces était l'un des plus tristes qui soit dans la vie d'une femme. Les liens du mariage sont définitivement scellés lorsque la jeune épousée franchit le seuil de sa nouvelle demeure. Elle va être mise à l'écart de la société. Sa seule et unique fonction consistera à produire des mâles de la souche athénienne la plus pure. Pour les fils des citoyens athéniens, en revanche, ce genre de restriction n'existe pas. Les Grecs disaient que les femmes, c'est pour les affaires, et les garçons pour le plaisir. Ce qui signifie que les femmes sont faites pour procréer et vaquer aux tâches domestiques, les garçons pour s'amuser.
Les Athéniens n'attendent de leurs femmes ni amour, ni amitié, ni plaisir sexuel durable. Ces aspirations ne peuvent être comblées qu'en compagnie d'autres hommes. La civilisation grecque ancienne est la première à opter ouvertement pour l'amour homosexuel. Le mariage n'a qu'un but et un seul, la reproduction. Si l'homme recherche l'amour, la complicité et le plaisir sexuel, c'est vers ses pairs qu'il doit se tourner. Les éléments qui ont abouti à ce statut sexuel particulier sont présents depuis les origines de la cité athénienne. Si Athènes est devenue la première démocratie au monde, il s'en est fallu de très peu. Lors de ses premières années d'existence, en 514 avant Jésus-Christ, une armée rebelle prend le pouvoir, bien décidée à imposer sa dictature. Harmodios et Aristogiton, deux amis, sauvent la cité. Tandis que les rebelles paradent sur la place du marché, Harmodios et Aristogiton surgissent de la foule et tuent l'un des chefs rebelles. Les deux hommes ont beau être tués par des gardes armés, leur acte héroïque assurera finalement le triomphe de la démocratie. Harmodios et Aristogiton font l'objet d'un véritable culte. Dans l'Agora, au centre d'Athènes, on érige des statues en leur honneur. Voici la statue qui célèbre la naissance de la démocratie. Harmodios et Aristogiton étaient unis par l'amour, et c'est cet amour qui leur a donné le courage héroïque de se sacrifier et de mourir en martyrs pour assurer le bien de la cité. Les deux héros deviennent le modèle de la relation idéale, l'idéal grec de la relation exclusivement masculine. Les récits de l'époque les décrivent comme deux amants. Y avait-il entre eux des relations sexuelles ? Tout d'abord, l'idée de l'amour masculin se fonde uniquement sur l'honneur et la camaraderie. Homère nous décrit la relation entre Achille et Patrocle, son compagnon d'armes, et nous fournit un autre exemple de ce lien qui correspond à cet idéal viril. L'un des éléments clés qu'on retrouve dans tous les mythes concernant ces couples héroïques, c'est que leur relation passe avant tout, avant la vie même. C'est une des choses dont Achille parle sans cesse dès qu'il évoque Patrocle. Ils veulent être enterrés ensemble. Ils veulent que leurs ossements soient entremêlés. Il s'agit là d'une dévotion absolue, la même qui les pousse à mourir pour leur ami. Cette relation masculine idéale, représentée par les héros des mythes grecs, entre autres par Harmodios et Aristogiton, est sans aucun doute dépeinte comme une relation non sexuelle au tout premier temps de la démocratie. S'il nous est difficile de comprendre la passion qui caractérisait leur rapport, pour les soldats grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'était une chose qui allait de soi. Il s'agissait d'une relation typique de la jeunesse. Or, en Grèce, la jeunesse durait jusqu'à l'âge de 30 ans. Et pour la plupart des gens, cet âge constituait l'essentiel de la vie. C'est donc une relation entre compagnons d'armes luttant pour la communauté, et c'était probablement la seule relation possible dans la mesure où la mort menaçait à chaque instant. Ces liens très étroits étaient cruciaux pour assurer le succès de l'armée. Durant plus de 2 siècles, le pouvoir grec dépendra de l'absolue loyauté de ses soldats vis-à-vis de l'État et de leurs compagnons d'armes. L'une des armées les plus redoutées et les plus efficaces de l'Antiquité était connue sous le nom d'armée sacrée de Thèbes. 150 couples d'hommes réunis en un seul et intrépide bataillon. Nul ne pouvait
imaginer meilleure force que cette poignée d'hommes combattant côte à côte. Un amant eût préféré mourir que de voir son bien-aimé abandonné à son poste. Du reste, seul un amant est capable de sacrifier sa vie pour sauver celle de l'autre. Mais quand l'armée sacrée de Thèbes est vaincue 200 ans plus tard, en 338 avant Jésus-Christ, le scandale éclate. Tout le monde apprend que ces amants ont en effet été des amants au sens sexuel du terme. En l'espace de 2 siècles, la dévotion fraternelle qui unissait Harmodios et Aristogiton a laissé place à la passion physique, celle qui règne au sein de l'armée sacrée de Thèbes. Quelle est la cause de ce changement d'attitude? La réponse à cette question se trouve dans le gymnasium. Gymnos, prononcé gymnos en grec, signifie nu, et le gymnase, ou gymnasium, signifie lieu où les gens sont nus. C'est là que, dès l'âge de 7 ans, on apprend aux jeunes Athéniens de bonne souche à rechercher la perfection, tant dans le domaine du corps que celui de l'esprit. Sur l'île de Délos, une cité entière a été préservée. Elle est inhabitée depuis l'Antiquité. C'est une cité méditerranéenne typique de cette époque. Les maisons, les édifices publics, l'agora sont au cœur de la cité et la culture y est représentée par le gymnasium. C'est l'un des bâtiments qu'on trouve généralement dans une cité. Une ville sans gymnase n'est pas vraiment une cité. C'est donc un des éléments constitutifs d'une cité. Pourquoi constitutif? Parce que les fondements de la compétition athlétique et l'entraînement qu'on subissait au gymnase n'avaient qu'un seul et même but, préparer les hommes à servir dans l'armée. Nigel Spivey donne des conférences sur l'histoire de l'art à l'université de Cambridge. Selon lui, ce qui à l'origine était une nécessité militaire, l'aptitude au combat, s'est assez vite transformé en culte du corps. Ces vases montrent que le gymnase était le théâtre de véritables concours de beauté masculine. Les juges examinaient les jeunes gens qui se présentaient et on a la preuve qu'ils fondaient leurs appréciations sur les mesures d'un compas ou d'un calibre qui fixaient les mensurations pour évaluer les candidats. On voit parfois des représentations de vainqueurs arborant des rubans autour de la partie couronnée de leur anatomie. Si l'un d'eux présentait une très jolie paire de cuisses, les cuisses sont enrubannées. Si tel autre avait des biceps de la taille idéale, on lui voit des rubans sur le bras. Mais c'est un peu comme si le mâle idéal était créé pour l'appréciation exclusive des mâles. L'éducation au gymnasium formait l'esprit aussi bien que le corps des jeunes gens. Les deux étaient indissociables. Le plus beau de tous les garçons était censé posséder le plus bel esprit, mais il fallait aussi le former aux réalités de la vie. C'était la tâche d'un homme plus âgé. On sait que c'est une caractéristique importante de la société grecque. Les hommes plus âgés devaient avoir des amants adolescents. On considérait que c'était indispensable aux jeunes garçons. L'aîné leur servait de mentor ou leur apprenait ce qu'ils devaient savoir sur la société et les aidait à devenir des adultes responsables, capables de participer à la vie sociale. Cette relation entre le jeune garçon et son mentor était souvent ouvertement sexuelle. C'était une chose considérée comme parfaitement acceptable. Les rapports sexuels avec de très jeunes enfants n'étaient pas tolérés, mais de même que les filles étaient mariées dès l'âge de 11 ans, les garçons étaient considérés comme des adultes consentants dès qu'ils avaient atteint la puberté. La plupart de ces relations étaient sexuelles. L'homme le plus âgé était excité par la présence du jeune garçon, manifestait son désir d'avoir des rapports avec lui et passait à l'acte, tandis que le garçon était censé rester passif et faire semblant de ne rien remarquer. Même si aucune loi n'interdisait la sodomie, les peintures qu'on voit sur les vases montrent explicitement que l'adulte, le mentor, prenait son plaisir entre les cuisses du jeune garçon.
La plupart des illustrations qui évoquent les activités sexuelles à cette époque se trouvent sur des coupes qu'on utilisait lors de libations exclusivement réservées aux hommes. Ces fêtes s'appelaient symposium ou banquet. Elles se déroulaient dans la maison du maître, l'épouse et les filles étant soigneusement enfermées dans une autre partie de la demeure. Voici une série d'illustrations évoquant une soirée typique. La première montre les hommes allongés. La seconde montre l'arrivée de l'invité d'honneur. Un jeune garçon nu. Voici comment les choses se passaient. L'adulte allait trouver le père du garçon qui lui plaisait et il lui disait « Je veux organiser un banquet, je veux que ton fils y participe en tant qu'invité d'honneur. Tous mes amis seront là. Est-ce que tu es d'accord ?» L'affaire était conclue et le banquet pouvait se dérouler. L'hôte commandait ensuite une vaisselle particulière avec des décors représentant le jeune garçon. Son nom y était inscrit, ainsi que le mot grec « kalos », qui signifie « il est beau ». Les pièces de vaisselle pouvaient également montrer les gestes que les invités plus âgés se plaisaient à avoir avec le jeune garçon. Les hommes plus âgés le faisaient venir tout près d'eux pour pouvoir engager la conversation, pour le caresser et peut-être aller plus loin au cours de la soirée, mais surtout pour être tout près de cet objet de beauté. Mais ce qui est évident, c'est que quel que soit l'invité, si on l'avait prié de venir, c'est parce qu'il était beau à ravir. Le décor à forte charge sexuelle de ce genre de banquet servait aussi à agrémenter des débats intellectuels. Dans son dialogue intitulé « Le banquet », le philosophe Platon discute de la nature de l'amour et du sexe. Il considère que l'amour entre hommes et femmes est un amour purement physique, inférieur à un amour plus élevé, l'amour spirituel qui, lui, ne peut exister qu'entre deux hommes. Il souhaite un attachement durable, un partenariat pour la vie. Mais Platon est en retard sur son temps. Il prône un amour non sexuel entre les hommes, tel celui qui unissait Harmodios et Aristogiton. Pourtant, Athènes et la Grèce ont changé. En l'espace de 200 ans, la culture du gymnasium a remplacé la culture du héros idéal et chaste. Le culte de la beauté du corps, celui de la beauté masculine, est devenu le nouvel idéal. Sculpté dans la pierre aussi bien que dans la chair. Entre le début de la démocratie jusqu'à la fin du VIe siècle et de la fin de la démocratie jusqu'à la fin du IVe siècle, un changement s'est produit. Les rapports entre hommes sont d'abord considérés comme le modèle aristocratique de l'union entre mâles. Ce sont d'excellents rapports, très positifs, qu'on entretient au cœur même de la cité. À la fin, c'est devenu quelque chose qui détruit la cité. Ce sont des mœurs qui tiennent davantage de la mafia homosexuelle. Je crois que les Grecs auraient très bien compris ce genre de terme. Si les hommes se tournaient vers d'autres hommes, c'était parce que le mariage n'était rien d'autre qu'une union arrangée et dictée par l'intérêt. Les femmes privées d'éducation et séquestrées dans leur logis n'offraient aux maris qu'une compagnie limitée, peu de stimulation intellectuelle et un minimum d'expérience érotique. Leur rôle consistait essentiellement à élever un maximum de citoyens mâles. Mais il existait une autre catégorie d'Athéniennes, des femmes qui pouvaient offrir aux hommes l'amour, les plaisirs du sexe et de la conversation. C'étaient les prostituées. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Athènes n'a Dieu que pour une femme qui s'appelle Phryné. Elle doit sa gloire peu commune à la liaison qu'elle a eue avec le célèbre sculpteur Praxitèle. Phryné est une prostituée. Dans la Grèce antique, la prostitution était légale. Les tarifs étaient fixés par l'État et les prostituées étaient soumises à l'impôt. On considérait les bordels comme des établissements d'hygiène publique. À Athènes comme dans d'autres villes, ils étaient situés en dehors de l'enceinte de la ville. Cet endroit s'appelait le Kéramékos. Son nom vient des fabriques de céramique qui abondaient dans ce secteur.
C'était le quartier industriel d'Athènes, loin du centre, le quartier des potiers et des prostituées. Dès qu'on quitte la cité, on trouve un bordel. Ce secteur était plein de prostituées, hommes ou femmes, qui faisaient le pied de grue en tenue aguichante ou si peu vêtues qu'on pouvait voir à travers et qui racolaient les clients. La plupart des prostituées étaient des esclaves ou des prises de guerre, mais certaines étaient issues de familles de citoyens tombés dans la misère. Les prostituées avaient leur rang et leurs tarifs pour satisfaire toutes les bourses. Au bas de l'échelle, il y avait les prostituées en maison ou celles qui se prostituaient dans les rues. Au milieu, les prostituées d'occasion, celles qu'on embauchait lors des banquets pour faire de la musique ou converser avec les hommes. Et au-dessus, il y avait les maîtresses attitrées des personnages importants qui pouvaient devenir très riches et très puissantes. Cette prostituée de catégorie supérieure, l'équivalent de la courtisane, s'appelait une étaïre. Phryné, intelligente et belle, était parvenue au degré supérieur de sa profession. C'était la mieux payée et la plus célèbre étaïre de son temps. Elle était fabuleusement riche. Quand Alexandre le Grand met à sac la ville de Thèbes, en 336 avant Jésus-Christ, elle propose de payer la reconstruction des murs à condition qu'on y inscrive ces lignes. Alexandre a réussi à abattre ces murs, mais la courtisane Phryné a su les redresser. Mais Phryné prisait plus son rang encore que son argent. Sa position lui permettait de mener sa vie à sa guise et d'influer sur celle de ses clients. Son rang lui permettait d'avoir des comportements qui étaient strictement interdits aux épouses de ses clients. Les bonnes épouses étaient modestes et silencieuses. Phryné pouvait plaisanter, flirter et bavarder avec ses clients, non pas comme une concubine soumise, mais comme une femme qui détient à la fois la richesse, le rang et le pouvoir. Étant donné que les épouses ne sont pas des amies, cela ouvre un large champ à l'intimité féminine que les étaïres se hâtent d'occuper. Avec elles, on peut flirter et avoir des conversations. On peut même leur vouer une véritable dévotion. C'est avec les prostituées que commence à naître la véritable passion amoureuse hétérosexuelle. La liaison de Phryné avec le sculpteur Praxitèle est un exemple particulièrement frappant d'un type de rapport qui n'existait pas dans l'ancienne Athènes. L'amour-passion, un amour hétérosexuel. Phryné a servi de modèle à Praxitèle pour sa statue d'Aphrodite, la déesse de l'amour. C'est la première statue de femme nue qu'on connaisse dans l'Antiquité. Elle deviendra pour tous le symbole de l'amour. Aux autres femmes d'Athènes, on n'accordait pas le centième de la liberté dont jouissait Phryné. Une fois par an, les épouses et les mères étaient autorisées à quitter leur maison pour assister à une fête religieuse. C'était un événement réservé aux femmes et qui célébrait la fertilité de la terre, une sorte de fête des moissons. Les femmes faisaient des offrandes à Déméter, déesse de la terre cultivée, avec l'espoir de favoriser leur propre fertilité. Nancy Boukidis a fouillé et étudié le sanctuaire de Déméter, ici, à Corinthe, au sud-ouest d'Athènes. Je crois que la conclusion la plus intéressante, c'est que si l'on nous dit que dans l'Antiquité classique, le rôle des femmes a toujours été marginal, il existe en revanche un domaine où il leur était vraiment permis de s'exprimer, celui de la religion. Quand Nancy a fouillé ce sanctuaire uniquement réservé aux femmes, elle a découvert plusieurs petites salles à manger semblables aux salles de banquet masculins, avec des bancs le long des murs qui permettaient de s'allonger. Dans la Grèce ancienne, contrairement aux hommes, les femmes ne mangeaient pas allongées mais assises. Ces couches montrent donc que, durant quelques jours au moins, les femmes se comportaient comme des hommes. Je crois que c'est une indication sur la sexualité des femmes. Je pense qu'elles s'allongeaient comme le faisaient les hommes pour prendre leur rôle.
En outre, étant donné ce qu'on connaît des mœurs athéniennes, il est probable qu'elles se racontaient des blagues salaces et qu'elles ne devaient pas s'ennuyer. L'occasion de se rencontrer, de bavarder, d'échanger avec d'autres femmes devait être vécue comme un intermède béni qui rompait avec les restrictions masculines et l'isolation domestique. Mais cette fête avait également une signification religieuse importante. Il semble que les femmes l'aient utilisée pour récupérer un certain contrôle sur leur propre corps. Luxa Nixion a étudié les diverses plantes que les femmes apportaient en offrande à la déesse Déméter lors de cette fête. Leurs propriétés sont bien connues des herboristes. Toutes ces plantes, loin de favoriser la fertilité, sont toutes réputées pour avoir l'effet contraire. Voilà un grenadier. Voici les 4 plantes les plus fréquemment offertes à Déméter. La grenade, réputée avoir des vertus contraceptives, les pignons et le pouliot, une variété de menthe, censée avoir des propriétés abortives. Quant aux feuilles de petit poivre, Agnus castus, elles sont supposées réguler les menstruations. Si l'on imagine que les femmes grecques étaient capables de maîtriser leur grossesse du début de leur menstruation jusqu'à la ménopause, cela a dû avoir des conséquences énormes sur leur attitude vis-à-vis du sexe. Quand une femme redoute des grossesses trop rapprochées, cela influe évidemment sur son comportement sexuel. Au contraire, si elle sait qu'elle peut être enceinte uniquement si elle le veut, c'est toute sa qualité de vie qui en est changée. Que ces remèdes aient été efficaces ou non, leur popularité prouve en tout cas que ces femmes n'étaient pas aussi soumises que leurs maris ne le croyaient. La plupart des poteries où ces femmes sont représentées, contrairement aux représentations des prostituées, montrent des épouses modestes et obéissantes, tissant la laine, veillant sur leurs enfants, mangeant seules. Mais les poteries qui étaient strictement destinées à l'usage des femmes présentent des décors différents. Ce qui est fascinant sur ces vases, c'est que les femmes sont représentées en groupes. Des groupes uniquement féminins, c'est un thème récurrent. Il s'agit parfois d'illustrations très sensuelles. Je ne dis pas qu'il s'agit de scènes de lesbianisme, mais elles donnent une impression de grande sensualité féminine dans cet univers exclusivement féminin. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, les femmes donnent l'impression de se libérer. Elles contestent leur isolement. Et l'une des principales instigatrices de ce changement dans les attitudes est la courtisane Phryné. En servant de modèle pour l'Aphrodite de Praxitèle, Phryné a vaincu des siècles de préjugés. Il s'agissait de la première statue de nu féminin. Elle représente le corps féminin comme désirable. À nos yeux, elle paraît trop soumise. Mais aux yeux des Athéniens, c'était le signe clair d'un changement, le début d'une transition progressive vers une plus grande liberté accordée aux femmes. À tel point que dans l'un des derniers dialogues de Platon, intitulé Loi, le philosophe suggère que les femmes participent aux affaires extra-conjugales si elles ont consacré 10 ans de leur vie à élever des enfants. Mais l'art et la littérature reflètent des changements politiques beaucoup plus importants. La société athénienne et les coutumes sexuelles qui lui étaient propres sont sur le point de disparaître, écrasées par les armées macédoniennes d'Alexandre le Grand. L'empire méditerranéen de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est celui d'Alexandre le Grand. Son royaume englobe la majeure partie du monde connu. Sa conquête d'Athènes met fin à la démocratie. Les citoyens mâles ne jouent plus de rôle public en tant que politiques ou législateurs. Ils ont donc, pour employer des termes modernes, plus de temps à consacrer à leur famille.
Les hommes sont moins concernés par leur rôle dans la société, ce qui est assez compréhensible, parce que peu à peu, ils sont privés des fonctions qu'ils occupaient au sein de la communauté, dans la mesure où la démocratie touche à sa fin. Les hommes sont donc plus enclins à admettre qu'ils ont des aspirations personnelles qui concernent le foyer, la vie de famille, si bien qu'on trouve incontestablement plus d'expression d'amour pour les femmes durant cette période qu'il n'y en avait auparavant. Les familles commencent à voyager jusqu'aux confins de l'Empire d'Alexandre, en Égypte, à Rome, en Palestine. Cet horizon élargi et l'influence des cultures étrangères auront un profond effet sur les attentes des femmes. Toutes sortes de sources nous indiquent que les femmes rencontrent leurs amis et se rendent ensemble en ville. Et petit à petit, l'espoir de rencontrer une femme qu'on souhaite pouvoir épouser un jour apparaît dans les documents dont nous disposons. L'exemple le plus évident se trouve dans certaines comédies tardives. L'argument est simple. Un garçon rencontre une fille, tombe amoureux d'elle, mais pour des raisons sociales ou autres, on ne lui permet pas de l'épouser. Drame. Mais à la fin de la pièce, l'amour véritable triomphe et le mariage peut avoir lieu. Cependant, il est inimaginable qu'une pièce de ce genre ait pu voir le jour du temps de l'Athènes classique. Un conte populaire de cette époque raconte l'histoire d'un jeune soldat de bonne famille visitant le temple d'Aphrodite qui abrite la statue de Praxitèle. Avec le temps, son adoration pour la déesse de l'amour s'est transformée en une passion brûlante. Pour finir, l'intensité de son désir le pousse au désespoir. Quand le soleil se couche, il se faufile derrière la porte et, sans se faire voir, passe la nuit dans le cœur du sanctuaire. Au lever du jour, on distingue les traces de ses étreintes passionnées. La déesse porte la marque des assauts qu'elle a subis durant la nuit. Cette histoire est un vibrant hommage à cette véritable icône qu'est devenue la statue de Phryné. De façon significative, il s'agit d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour hétérosexuelle qui n'aurait jamais été appréciée au temps de la démocratie athénienne. À l'époque où les Romains envahissent la Grèce, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ce type d'amour, l'amour romantique hétérosexuel, celui qu'on entend célébrer aujourd'hui dans des milliers de chansons populaires, commence à occuper le devant de la scène. Les Romains adoptent très volontiers la plupart des aspects de la culture grecque. Les dîners entre hommes pour débattre de questions intellectuelles, l'éducation en gymnasium pour leurs fils, l'art et l'architecture. Ils amènent aussi à Rome ce nouvel idéal romantique de l'amour hétérosexuel. Les femmes ne sont plus des recluses asexuées, uniquement chargées d'élever des enfants. Les hommes ont désormais l'occasion d'élargir le champ de leur conquête galante. Ils peuvent maintenant séduire des femmes citoyennes. À l'inverse de la phobie maniaque, de la peur panique manifestée par les premiers Athéniens vis-à-vis de la sexualité féminine, les manuels sexuels romains présentent l'orgasme féminin comme le but ultime que tous les hommes devraient se fixer. L'apogée de l'amour ne doit pas être précipité, mais doucement préparé, en s'attardant partout. Les parties de son corps qu'une femme aime voir caresser, quand on les a trouvées, il faut les caresser, même si sa modestie proteste. La luxure est un thème fréquent dans la littérature romaine, mais la vieille distinction que faisaient les Grecs entre la luxure et le véritable amour est devenue pour eux aussi vague et confuse qu'elle l'est aujourd'hui. L'île grecque de Délos a été colonisée par les Romains. Lors de fouilles, on a découvert dans certaines maisons des collections de petites statues romaines appelées symplegmata. Elles représentent l'accouplement d'un homme et d'une femme qui prennent du plaisir. C'étaient des miniatures érotiques qui appartenaient à des couples mariés. Quand on regarde ces petites statues et la façon dont certaines sont taillées dans une seule et même pierre, enlacées l'une à l'autre,
On a l'impression que l'extase de l'étreinte s'augmente de la certitude partagée d'avoir trouvé chacun sa moitié, et avec laquelle on voyagerait jusqu'à la mort. La vogue de ces statues dans tout l'Empire romain témoigne d'un changement profond dans les mentalités. L'emphase manifestée est fort éloignée de l'ancien modèle du mariage à la grecque. Elles évoquent un partenariat, un consentement mutuel, un mariage fondé sur l'amour plutôt que sur la propriété, la politique ou la procréation. Quelque part dans le monde, et c'est sur cet espoir que jouent sans cesse les agences matrimoniales dans le monde d'aujourd'hui. Quelque part se trouve votre destin. Si vous êtes une femme, c'est l'homme idéal, pas le premier venu qui vous fait passer un moment. Non, l'homme idéal, c'est celui qui se trouve quelque part. Si seulement on pouvait le rencontrer. Si une Romaine au cœur solitaire trouvait l'homme idéal, son sort était certes plus enviable que celui des femmes grecques dont le mariage était arrangé. Il n'était pas rare que de riches propriétaires fonciers romains fassent ériger des statues les représentant bien en évidence dans leur jardin. À Délos, il existe une maison romaine ornée de 2 statues, non seulement celle du mari, mais aussi celle de sa femme, et les archives prouvent que c'est elle qui a payé la réalisation des 2. Les femmes étaient beaucoup plus respectées par les Romains qu'elles ne l'étaient par les Grecs. Dans le monde grec, les femmes occupaient la même place dans la société que les enfants et les esclaves. Elles étaient considérées comme le mobilier de leur mari, tandis que chez les Romains, les choses étaient très différentes. Les femmes étaient respectées. On vouait aux mères un immense respect. La matrone est une figure d'une importance considérable dans la société romaine. À l'époque d'Auguste, qui devient le premier empereur romain en l'an 31 avant Jésus-Christ, on a la preuve que les femmes sont acceptées dans l'enclave masculine la plus jalousement gardée, celle du Symposium. Sur une fresque ornant une des maisons de Pompéi, ce ne sont pas les femmes qui servent les hommes. Elles n'ont pas l'air particulièrement soumises. Elles mangent, elles boivent, elles bavardent. L'égalité à la table du banquet, cependant, n'est pas un droit acquis. Hors du domicile, la société romaine est encore une société patriarcale qui n'a qu'un but, dominer le monde. L'empereur Auguste sait qu'il aura besoin de plus en plus de véritables citoyens romains pour administrer un empire qui s'étend sans cesse. Pour ce faire, il promulgue une série de lois encourageant les citoyens à épouser des citoyennes de même classe afin de produire des hordes de jeunes élites au sang pur, de sexe masculin de préférence. Cette seule action de l'empereur prouve, s'il en était besoin, que la morale à 2 vitesses en vigueur dans l'ancienne Athènes perdure dans l'Empire romain. Les épouses ont certes gagné en respect, mais elles ont le devoir d'être respectables. Quant aux hommes, comme avant, ils peuvent faire ce qu'il leur plaît. Les femmes ont en effet un statut très supérieur dans la société romaine, mais cela ne change guère la question des relations sexuelles. Il ne faut pas croire que leur statut amélioré leur servait à brider la sexualité masculine. Les mêmes pratiques continuent comme auparavant. En Grèce ancienne, les hommes occupaient le devant de la scène dans le grand théâtre de l'amour et du sexe. Durant des siècles, les femmes en ont été exclues. À l'époque romaine, l'amour entre hommes et femmes devient une sorte d'idéal romantique, même si les femmes restent des citoyennes de seconde classe. Mari et femme peuvent désormais se livrer au plaisir du sexe, mais les hommes ont toujours la possibilité d'aller voir ailleurs. Si cet étrange état de choses vous paraît hélas familier, c'est parce qu'il fait partie de l'héritage que nous ont légué les Romains, au même titre que les routes et les aqueducs. Le monde entier en a hérité et nous le perpétuons encore aujourd'hui.